Bonjour Dolomac. Bonjour Web3 Addict DAO. Ouais. Bon, aujourd'hui on fait une vidéo pour que tu puisses t'exprimer sur le sujet de la fiscalité dans les cryptos. Et on va démarrer directement dans le sujet et on va commencer par une présentation, si tu es d'accord. Bien sûr. Donc moi, je suis avocat, spécialiste en droit fiscal et depuis maintenant un paquet d'années dans les cryptos. Et donc évidemment la fiscalité des cryptos et du Web3 en général, parce que le Web3 c'est pas que les crypto-monnaies, bien sûr. Il y a toutes les autres cryptos. Ok, super. Bah, nous, on s'est rencontrés au sein de Web3 du DAO. Et voilà, aujourd'hui, c'était un plaisir de t'avoir dans cette DAO qu'on va faire grandir au fur et à mesure. On va passer à la première question qui est qu'est-ce qui t'a incité à te spécialiser dans la fiscalité des crypto-monnaies? Alors, d'abord, depuis toujours, moi j'ai toujours été intéressé par les nouvelles technologies. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, depuis l'enfance, ça m'intéresse, je suis super curieux, je m'y mets. Voilà. Donc j'ai été des pionniers de l'informatique à titre personnel et professionnel. Et quand sont arrivés les cryptos, ça m'a tout de suite intéressé. Et puis particulièrement, j'ai un fils qui s'y est mis, il était encore mineur. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça commence à, c'était, on remonte à 2015, hein, quelque chose comme ça. Donc c'était pas le tout début des cryptos, mais vraiment quand même, euh, enfin, parmi il y a longtemps quoi. Et Hmm. donc je commençais à m'y intéresser, à regarder ce qu'il faisait. Quand j'ai commencé à comprendre ce qu'il faisait, je me suis dit, ouh, ben, quand j'ai commencé à comprendre, il était majeur. Donc, très vite, je l'ai détaché de mon foyer fiscal. Euh, Ah ouais, parce carrément. que, ah ben oui, T'as oui. de suite compris. T'as de suite Ah ben, compris. bien entendu. Puis, enfin, moi, je suis un professionnel du sujet. Il n'est pas question, à titre personnel, que je prenne le moindre risque fiscal. Vous voyez. Hmm. Ok. Donc, je l'ai détaché de mon foyer. J'ai commencé à m'intéresser sérieusement à ce moment-là à la fiscalité des cryptos, à un moment où personne ne s'y intéressait. Donc, j'ai été, bon, je ne suis pas tout seul, mais on est quelques-uns à avoir été des pionniers de la fiscalité des cryptos. Ensuite, bah, ça me conduit déjà à donner un premier conseil aux gens, hein. Si vous avez des enfants en âge de vous intéresser aux cryptos, faites super gaffe. Regardez ce qu'ils font. C'est très important. Éventuellement, vous aurez des choses à déclarer sur votre déclaration de revenus. Et inversement, si vous êtes jeune, que vous êtes sur le foyer fiscal de vos parents, faites attention à eux. Prévenez-les. Voilà, Et ouais. c'est Et ouais. très important, hein, c'est très important. Donc, Je dis ça premier parce que tout avertissement. simplement, Voilà. par exemple, voilà, celui qui a ouvert un exchange, un compte sur un exchange à l'étranger, c'est-à-dire ce qui est extrêmement courant, hein, il doit en faire la déclaration. S'il ne fait pas la déclaration, l'administration fiscale bénéficie d'un délai de 10 ans pour faire un contrôle fiscal. Vous voyez. Donc, Ok. c'est un sujet, c'est énorme, quoi. Il faut absolument Donc, il faut respecter, faire. quand on est résident français, hein, en tout cas, il faut absolument respecter ses obligations. Mais Ouais. si on n'est Donc pas là, informé, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Voilà, c'est sûr. Donc, c'est pas un sujet à prendre à la légère, on va dire. c'est ça. Ok, super. On va passer sur la deuxième question. Comment la fiscalité des crypto-monnaies est-elle différente de celle d'autres types d'investissements ou d'entreprises? Eh ben, tout est nouveau. Euh, que tout a commencé schématiquement avec le Bitcoin, hein, donc en 2009. Euh, Déjà, le Bitcoin, on ne sait pas ce que c'est. Les crypto-monnaies, on ne sait pas ce que c'est. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des juristes qui s'interrogent sur la nature des choses, la nature juridique des choses, hein. Puis là arrive le Bitcoin, puis les autres crypto-monnaies. Alors, est-ce que c'est de la monnaie ou pas? C'est déjà une bonne question.
D'un point de vue juridique, depuis le Bitcoin, depuis que le Salvador l'a reconnu comme tel, le Bitcoin est une monnaie, hein, c'est très clair, au Salvador, mais donc les autres pays doivent le reconnaître comme tel. Est-ce que c'est comme les espèces? Pas vraiment. Quoique la tendance actuelle, on en parle beaucoup, c'est-à-dire en Europe, en Union européenne du moins, de traiter les crypto-monnaies selon les mêmes règles que les espèces, avec le même type de limites sur la confidentialité, sur les autorisations de détention, etc. C'est pas sans poser des problèmes nouveaux. Autrement, quoi d'autre encore? Le Conseil d'État a déclaré que le Bitcoin était un bien incorporel, un bien meuble incorporel. Ça peut paraître évident comme ça, mais figurez-vous que certains avocats ont contesté la nature de bien du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Ce n'est même pas un bien, c'est un nouveau truc. J'utilise le mot truc volontairement. Donc, vous voyez, on est quand même dans le flou. On est quand même dans le flou à plus d'un titre. On a évidemment très peu de jurisprudence. On en aura évidemment dans les années qui viennent, mais pour qu'il y ait de la jurisprudence, il faut qu'il y ait des contentieux. Il faut que les tribunaux se prononcent. Ça met des années et des années, tout ça. Donc, on ne sait pas trop. Alors, quand même, il faut dire qu'il y a eu une grosse différence. Je parle du point de vue français, hein, entre avant 2019 et depuis 2019. On avait un régime fiscal spécifique, non spécifique plutôt, avant 2019, qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État en 2018, qui donnait un certain régime fiscal sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que c'est plus d'actualité, sauf cas particulier. Et puis, on a eu la loi Pacte et son corollaire d'un point de vue fiscal, qui a changé les choses en 2019, où on a eu, particulièrement, surtout pour les particuliers, l'article 150 VH bis du Code général des impôts. Là, je pense que je commence à en lâcher certains, qui oblige à faire ces déclarations de plus-value sur actifs numériques. Et la loi Pacte renvoie à la loi Pacte et à l'article 54.10.1.1 du Code monétaire et financier qui définit ce qu'est un article numérique. On a donc en droit français des définitions extrêmement précises de ce que sont un jeton, de ce qu'est un actif numérique, de ce que n'est pas un actif numérique, parce qu'il y a une partie de la définition positive, une partie de la définition négative. Donc c'est très précis et assez compliqué. Et donc ce qu'il faut déclarer, selon le régime spécifique, c'est les actifs, les plus-values sur actifs numériques. Et aussi les détentions de comptes à l'étranger sur des exchanges sur lesquels on est susceptible de détenir des actifs numériques. Comme je disais tout à l'heure, si on oublie de déclarer la simple détention du compte, l'administration fiscale a 10 ans. D'abord, il y a une petite amende, et ensuite, il y a 10 ans pour vous contrôler et vous redresser. Un ordre d'idée sur l'amende, sur le montant de l'amende possible? J'ai plus le montant en tête, désolé. Très facile à retrouver, hein. C'est pas le plus gros de la sanction, hein. Le problème, c'est la prescription allongée de 10 ans. Ça veut dire que si vous oubliez, là, en mai 2023, de déclarer vos comptes ouverts, utilisés ou existants en 2022, l'administration aura jusqu'en 2032 pour vous contrôler et vous redresser. Donc, ceux qui imaginent aujourd'hui qui estiment aujourd'hui que l'administration n'a pas les moyens techniques et ou juridiques de faire ce contrôle, ils sont en train de faire le pari que l'administration n'aura pas ces moyens pendant 10 ans.
Chacun fait les Ok. paris qu'il veut, mais je parie pas avec eux. Voilà. Il faut quand même être conscient de ce qu'on fait, hein. C'est très important. Ok, super. Donc maintenant, on a quelque chose d'assez encadré pour les particuliers. Pour les entreprises, c'est bon. Alors il y a une obligation générale de comptabilisation de tous les mouvements, qu'on soit sur des actifs numériques ou pas, que ce soit des jetons, que ce soit tout ce qu'on veut. Chaque mouvement, sans exception, doit donner lieu à une écriture comptable. C'est la règle générale dans une comptabilité. Ça ne va pas sans poser de problème également, particulièrement quand on pratique la défi. Celui qui achète une crypto-monnaie et qui les garde bien sagement, la comptabilisation n'est pas très compliquée. Mais celui qui commence à pratiquer la défi, enfin l'entreprise qui commence à pratiquer la défi, la comptabilisation est quand même très complexe. Enfin, voilà, je pourrais développer tous ces sujets, bien sûr, Mhm. sans limite, mais c'est peut-être pas l'objet, hein. Et peut-être avec l'intelligence artificielle, ça permettra d'accompagner ces entrepreneurs d'un point de vue fiscal? Alors, tu parles de ChatGPT probablement. Mhm. J'ai testé, bien entendu. Alors, ChatGPT, on est évidemment tous très impressionnés par la qualité rédactionnelle qui est bluffante, mais dès qu'on entre dans les sujets techniques, et je pense que tout le monde est d'accord quand on a une compétence technique, quelle qu'elle soit, dès qu'on entre dans les sujets techniques, ChatGPT raconte un peu n'importe quoi. En matière juridique et fiscale, c'est le cas, hein. ChatGPT dit beaucoup de bêtises, rédige très bien, hein, mais raconte beaucoup de bêtises. Mais c'est tellement bluffant sur la qualité rédactionnelle que donc à ce jour, on ne peut absolument pas utiliser ChatGPT en matière fiscale, mais dans les années à venir, ça pourrait changer, et bien sûr, ça pourrait changer très vite, hein. On n'en sait rien. Ok, ok, cool. Super, merci pour cette réponse. On passe à une autre question. Quels sont les défis les plus courants que tu rencontres lors de l'application de la fiscalité aux crypto-monnaies? Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel, hein. Oui. Alors, deux choses. D'abord, la première, c'est la méconnaissance totale de la fiscalité par beaucoup d'intéressés. C'est quelque chose que je rencontre depuis toujours avec deux catégories de contribuables, que sont les artistes et les sportifs. C'est-à-dire des gens qui sont susceptibles de gagner beaucoup d'argent quand ils ont du succès, euh, et sans avoir un métier d'argent. Ce ne pas des gens d'argent, et ils sont susceptibles de gagner beaucoup d'argent. Et dans les cryptos, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont devenus des spécialistes de l'argent, mais très souvent, ceux qui ont gagné beaucoup d'argent, c'est des early adopters, c'est des gens qui sont informaticiens, qui sont ingénieurs, et qui se sont dit, ah ben tiens, le Bitcoin c'est génial. Ils se sont dit ça en 2010, 2011, 2012, ils en ont acheté pour 1000 euros. Et évidemment, aujourd'hui, ça vaut des millions d'euros. Éventuellement, ils ont participé à des ICO, ils ont, enfin, bon, c'est des gens extrêmement branchés, pour prendre une vieille terminologie maintenant, mais ils n'ont pas forcément à la base une compétence financière. Et donc, quand ils ne viennent pas carrément du dark web ou de, de choses, de milieux un peu rebelles, et donc ils se retrouvent avec des sommes importantes en crypto-monnaie. Alors, tant qu'à titre personnel, ils ne les revendent pas, ils ne font rien, ben, il n'y a pas de sujet fiscal, sauf la déclaration des exchanges, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, dès qu'ils réalisent une opération imposable, c'est-à-dire, je le rappelle, soit une conversion en monnaie fiat, soit un achat de biens ou de services au moyen de crypto, ben, il doit faire des déclarations. Et je me retrouve avec des gens qui ont des millions, l'équivalent de millions d'euros, en crypto, qui veulent acheter quelque chose, et ils sont
éberlués parce que je leur raconte, absolument éberlués, ils tombent des nues. Donc, j'ai affaire à des clients qui ne sont pas, qui sont au niveau zéro en connaissance en fiscalité. Voilà. Deuxième type de situation qui est commune et qui pose beaucoup de problèmes, c'est la question de la limite entre le particulier et le professionnel. L'article 150 VH bis que j'ai rapidement cité tout à l'heure commence par les mots suivants: sous réserve des dispositions concernant les professionnels, etc. etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas tellement ce que c'est qu'un professionnel. À partir de quel moment on devient professionnel? Alors, les choses ont en plus changé cette année, au 1er janvier 2023. Puisque auparavant, on avait en tout et pour tout la jurisprudence du Conseil d'État de 2018, que j'ai tout à l'heure rapidement cité, qui disait très simplement: acheter pour revendre, c'est un acte de commerce. Je résume, hein. Acheter pour revendre, c'est un acte de commerce, et faire des actes de commerce à la manière d'un professionnel, c'est exercer une activité BIC. Et donc, si on achetait pour revendre comme un professionnel des crypto-monnaies, on était taxé non pas comme un professionnel, comme un particulier, mais comme un pro. Dans la catégorie des BIC. Et depuis le 1er janvier 2023, la loi a changé et nous dit maintenant que si on fait ça, on est taxé non plus en BNC, mais en BIC. Non plus en BIC, mais en BNC, pardon. On passe en BNC. Ce qui est le régime traditionnel des traders actions ou taux d'intérêt. Alors ça présente un intérêt pour le juriste, c'est que on peut se rattacher à la jurisprudence traditionnelle concernant les traders. Mais il va falloir la transposer à la situation des traders en crypto-monnaie, ce qui n'est pas évident parce que une des particularités des exchanges sur crypto, c'est la possibilité, c'est l'ampleur des possibilités offertes à un simple particulier. Il est par exemple extrêmement facile, comme chacun sait, de mettre en place un bot de trading pré-programmé par Binance, anciennement par FTX ou par d'autres plateformes, et donc réaliser éventuellement des milliers de transactions par jour sans s'y coller, en étant un particulier. Est-ce qu'on ne risque pas d'être requalifié en professionnel? C'est une étude au cas par cas, c'est pas évident. Voilà. Donc, voilà, les deux plus grands sujets pour répondre à votre question, c'est cela. C'est un, la plupart des gens ne connaissent rien à la fiscalité. Et deux, le deuxième grand sujet, c'est est-ce qu'on doit les traiter comme des particuliers ou comme des professionnels. Ok. Et pour la partie de ceux qui n'y connaissent rien en fiscalité, tu dirais que ça représente combien de pourcentage de ta clientèle? C'est énorme. De ma clientèle en général, c'est très peu. de ma clientèle sur les cryptos, c'est énorme. C'est énorme. C'est difficile de dire un pourcentage, mais c'est énorme. C'est des gens, très souvent, on a affaire à un informaticien qui gagne 2 ou 3 000 euros par mois, qui a une situation fiscale extrêmement simple. Et alors, il spécule sur les crypto-monnaies, il a participé à divers projets pour le remercier, on lui a donné, on lui a fait participer à un airdrop ou à une ICO, en tout cas, il a reçu des cryptos. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? Qu'est-ce qu'elle valait à ce moment-là? Enfin bon, il y a plein de questions qui se posent que le contribuable lambda qui est salarié ne s'est jamais posé et n'a jamais envisagé de se poser. Donc c'est ce que j'appelle être au niveau zéro de la fiscalité. Ok. Voilà. Ok, cool. Ouais, je pense que c'est une grosse partie du marché qui
c'est compliqué la fiscalité. Et puis même, on a un peu cette peur. Moi, je suis pas du tout de ce milieu-là. Dès qu'on parle fiscalité, j'ai un peu l'épaule qui s'érisse, quoi. Oh, ouais, ça va être complexe, il va y avoir plein de papiers, je vais être perdu, je vais faire des erreurs, je vais tout perdre. Voilà, donc c'est vrai que moi personnellement, c'est compliqué. Voilà, donc c'est bien de pouvoir en parler aujourd'hui et de continuer dans ce domaine-là, quoi. On passe à une autre question. Comment les réglementations fiscales dans le domaine des crypto-monnaies ont-elles évolué au cours des années et comment penses-tu qu'elles évolueront à l'avenir? Alors, comme je l'ai déjà mentionné, la grosse évolution, je parle que de la France, hein. La grosse évolution, c'est la loi Pacte et les modifications fiscales y afférentes mises en œuvre au 1er janvier 2019. Hein, ça, c'est la grosse modification. Il y a avant et après, avant et depuis. Voilà pour le passé. Ensuite, pour l'avenir, les choses ont évolué extrêmement vite, hein. C'est-à-dire que depuis cette loi, il y a eu quasiment, on peut dire, l'arrivée des NFT, hein, 1er janvier 2019. Pour le commun des utilisateurs des cryptos, les NFT, ça n'existait pas. Et puis maintenant, on voit déferler, la tokenisation, le phénomène de la tokenisation, alors soit des titres financiers, soit en matière immobilière, hein, qu'on tokenise directement de l'immobilier ou plus généralement indirectement en tokenisant les parts de société immobilières. Et donc, il faut arriver à mettre tous ces nouveaux produits, tous ces nouveaux jetons dans les bonnes cases fiscales, juridiques et fiscales, hein. Donc, est-ce que c'est des monnaies? Est-ce que c'est des jetons? Est-ce que c'est des actifs numériques? Est-ce que c'est des titres financiers? Est-ce que fiscalement, on doit les traiter comme des immeubles ou pas? On est dans le flou le plus absolu, hein. C'est-à-dire que la loi ne se prononce pas, évidemment. La jurisprudence, encore moins, puisqu'elle n'est pas saisie de ces sujets encore. Et l'administration fiscale, qui aurait pu prendre un peu les devants et se prononcer, ne l'a pas fait du tout, hein. Il y a eu des questions posées par des parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. Leurs questions n'ont jamais reçu de réponse de la part du ministre du Budget. Ok. On a, à ma connaissance, tout de même une réflexion en cours, je ne dis pas une loi, une réflexion en cours au niveau des niveaux gouvernemental sur les NFT. Voilà. Mais la notion de NFT est tellement large que est difficile à appréhender, hein, quand on rentre dans le détail, que ça ne va pas être simple, hein. Donc, je critique évidemment l'inaction gouvernementale et administrative sur le sujet, mais à leur place, je serais quand même embêté, hein. Voilà. Ensuite, donc on est dans une situation extrêmement complexe, hein, aujourd'hui, et ce qu'on pourrait espérer, ce que j'aspire, j'espère en tout cas moi, c'est une simplification. Ce que je propose, ce que je suggère, moi, c'est face à la complexité présente et surtout à venir, parce que on voit bien que les informaticiens vont certainement nous inventer de nouvelles technologies encore et encore. Pourquoi pas faire un système fiscal, au moins sur option, qui serait beaucoup plus simple, c'est-à-dire, tant qu'on est dans le monde de la crypto, il n'y a pas d'impôt. Mais le jour où on passe dans le monde réel, entre guillemets, et ben là, on paye un impôt fonction du montant qu'on récupère. Qu'on fasse une plus-value, une moins-value. Parce qu'aujourd'hui, ce que je n'ai pas dit, c'est que le calcul de la plus-value pour les particuliers est extrêmement compliqué. Alors, à moins d'avoir fait en tout et pour tout 3 opérations dans sa vie, auquel cas on peut le faire à la main, mais c'est déjà compliqué. Si on a ne serait-ce que quelques dizaines d'opérations, c'est épouvantablement complexe de calculer sa plus-value. Donc, une solution très simple, ça serait de dire, voilà, tout ce qui est numérique, tout ce qui est sur la blockchain, plus exactement,
tout ce qui provient de la blockchain, c'est taxable, par exemple, à 15%, à 20%, qu'en sais-je, euh, mais sur le prix de vente. C'est-à-dire que je récupère 10 000 euros, je dois payer 2 000 euros d'impôts et j'ai aucun calcul à faire. Voilà. C'est pas du tout dans les projets du gouvernement, c'est une proposition de ma part pour C'est couper sûr, une court solution clé en main. Voilà. Mais voilà, qu'au moins sur option, on puisse dire, OK, moi je veux pas m'embêter avec tous ces calculs, je paye 20%. Allez hop. Il n'y a pas des entreprises qui sont lancées sur le sujet là depuis un petit moment. J'avais vu quelque chose un peu passer dans ce domaine-là, mais rien de Alors concret oui, il pour y a des nous. entreprises qui vous aident à calculer votre plus-value. Ok. Oui, la plus connue en France, c'est Valtio, qui marche pas mal, hein, mais c'est pas, c'est quand même, ça pose quand même des problèmes. Même avec l'aide de Valtio, c'est compliqué, hein, très compliqué. Voilà, Ok. donc moi je propose une solution beaucoup plus simple. J'espère être entendu. Super, super. Allez, on passe à une autre question. Comment la technologie blockchain et les contrats intelligents ont-ils changé ta façon de traiter la fiscalité des entreprises et des investissements? Là, bah, c'est simple, ça n'a rien changé, ça. Non, je dirais que ça n'a pas, ça n'a rien changé. C'est-à-dire que la technologie blockchain et les contrats intelligents, non, ça change rien à la fiscalité. Vous savez, la fiscalité, faut se taper il faut bien comprendre les faits. Il faut se taper les textes en détail, mot à mot, et il faut en tirer les conclusions. On traite toujours ça de la même manière. Simplement, il y a pas beaucoup d'avocats qui ont fait le travail de bien comprendre ce que c'est que la blockchain, les crypto-monnaies, les smart contracts. Je préfère dire smart contract que contrat intelligent parce que en droit, c'est ni un contrat ni très intelligent, hein. C'est une appellation, donc je préfère garder le terme anglo-saxon. Voilà. Mais non, ça n'a pas changé notre métier en fait. C'est juste une nouvelle discipline, une nouvelle sous-discipline. Ok, une nouvelle façon de traiter l'information et qui va permettre certaines choses aussi, peut-être dans votre domaine. Ça n'a pas changé votre métier dans certains secteurs, par exemple? Je pense pas. Pour un avocat, Ok. je pense pas. Je pense pas. Les tribunaux, je vois pas ce que ça changerait pour les juges. Je vois pas ce que ça changerait. Non, non, franchement. Alors bon, il y a des transmissions de valeurs au sens juridique du terme, qui sont facilitées, mais on avait déjà ça. L'administration fiscale contrôle depuis toujours les comptes en banque et les transmissions de valeurs, quelles qu'elles soient, avec plus ou moins de facilité ou de difficulté, transmission d'informations, etc. Mais ce n'est pas des problèmes nouveaux. Les problématiques ne sont pas nouvelles. Voilà. La technologie est nouvelle, et les problématiques qu'elle pose ne sont pas nouvelles. Ok, ok. Voilà. Comment les professionnels de la fiscalité peuvent-ils rester informés et à jour sur les développements dans le domaine de la crypto-monnaie? Parce que c'est vrai que c'est quand même un monde qui va extrêmement vite, hein. Je crois que je ne sais plus ce qu'ils disaient, 7 jours dans la DeFi, ça représente 7 années pour poursuivre. C'est exponentiel, quoi. Comme nous, on a vu sortir, par exemple, dans le domaine des DAO, là, ça y est, on ne peut plus suivre les DAO. Il faut savoir regrouper dans certains endroits. C'est pour ça qu'on a créé Web3 DAO, pour pouvoir se partager de l'information. Mais je trouve qu'il y a quand même une problématique. Il y a une partie pour la fiscalité qui est assez complexe à prendre en compte et voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet. Alors, je suis d'accord, c'est un vrai sujet, c'est nouveau, il faut comprendre. Donc, le professionnel, il doit impérativement se renseigner par lui-même. D'abord parce qu'il n'y a pas encore de véritable formation sur la question. Ça commence un petit peu hein, dans certaines facs ou institutions qui sont en pointe, mais ça commence à peine.
Donc, il faut que le professionnel fasse l'effort de comprendre ce que c'est qu'une crypto, que le monde des cryptos, la blockchain, comment ça fonctionne. Ça nécessite un gros travail personnel, hein. Et puis ensuite, une fois qu'on a bien compris ce que c'est, en faire l'analyse juridique et fiscale en prenant les textes et en regardant bien ce qu'ils disent mot à mot, sans avoir été formé initialement sur la question, hein, puisqu'il n'y a pas de formation. Et donc, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut y aller carrément, il faut s'y intéresser, il faut y passer du temps, beaucoup de temps. Et puis, il faut essayer, parce que la seule manière de bien comprendre, vous savez, vous lisez 10 bouquins sur le tennis, et tant que vous n'êtes pas monté sur un cours, vous ne savez pas jouer, vous ne connaissez rien au tennis. Ouais, c'est ça. Les Il y a beaucoup de cryptos, c'est un peu bitcoiners. pareil. Voilà. Il y a beaucoup de bitcoiners qui parlent de ça aussi. Achète ton premier, une Voilà, fraction de bitcoin et tu vas être dedans et tu vas comprendre ce qu'on est en train de vivre. exactement. Donc, pour un avocat, un juriste, bien entendu qu'une connaissance livresque est quelque chose de nécessaire, hein. Mais pour comprendre de quoi on parle, il faut mettre les mains dans le cambouis, hein, c'est absolument obligatoire. Et donc, ça veut dire ouvrir un compte sur une plateforme d'échange centralisée, aller voir ensuite comment fonctionnent les DEX, échanger des cryptos, regarder comment ça fonctionne, tout ça, déjà pour comprendre ce que font les clients. Et puis ensuite, la question des DAO, bien sûr, hein. Qu'est-ce que c'est qu'une DAO? En quoi c'est complètement novateur? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change déjà? Si on n'y participe pas, si on ne met pas les mains dans le cambouis, qu'on en reste à une connaissance théorique, on passe à côté on passe à côté de la chose, comme on passe à côté du tennis si on n'essaye pas. Hein, c'est pareil. C'est clair. C'est un peu, je pense qu'on a tous vécu ça. La première fois, tu arrives sur AAV et que tu arrives à utiliser la plateforme. Tu te dis, mais je suis en train de faire ça, c'est possible, ça fonctionne. C'est ça. C'est incroyable. Tu es devant ton ordinateur, tu fais, mais c'est complètement fou ce que je suis en train de faire, quoi. Et c'est réel, quoi. C'est du concret. Et après, moi, j'avais essayé de déplacer, de bouger. J'ai dit, waouh, mais où j'en suis là? C'est énorme, hein. Ou ne serait-ce que d'utiliser un ledger, ça y est, pour la première fois, mettre ses cryptos sur son ledger, et ça y est, elles sont sécurisées, elles sont à moi, vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est des étapes, hein. Et c'est vrai que des ces étapes. étapes-là, il faut les passer. Et d'un point de vue un peu plus précis, par exemple, s'il y a un avocat spécialisé dans la fiscalité qui nous écoute, ce serait quoi les conseils que tu donnerais pour s'informer? Aller sur Twitter, s'il faut certains comptes, trouver des Discord, je sais pas, plutôt anglophone. Ce serait quoi tes conseils? Pour m'informer, en partant de zéro, s'il y a quelqu'un qui serait déjà avocat, mais qui n'y connaît rien aux crypto et qui veut s'y mettre vraiment, alors classiquement, hein, il y a plusieurs bouquins sur la question, je ne veux pas faire de pub, il y a ce site extraordinaire quand même qui est Cryptost. Hein, sur Cryptost, on a des explications, on a un glossaire remarquable, au moins pour le débutant, même débutant un peu avancé, sur celui qui commence à lire tout ça et lire toutes les explications. Il a quand même une belle base de données pour bien comprendre. Puis une fois qu'il a commencé à comprendre, comme je disais, il doit mettre les mains dans le cambouis, il doit y aller, hein, il doit ouvrir un compte, il doit acheter ses premières cryptos, en revendre, faire des transférer sur sa ledger, aller sur AAV, comme tu disais, voilà. Et ensuite on commence à comprendre un peu de quoi on parle. Ok. Après, là, actuellement, tu arrives à t'informer plus sur quelle plateforme? Tu es plus sur Twitter, Cryptos qui t'a permis de trouver des choses, ou tu lis des white papers, des médiums, des rapports? Oui, je lis un peu tout ce qui. D'abord, je me suis passionné donc pour la question, hein, donc tout m'intéresse et donc je vais
je vais partout où j'ai l'impression d'avoir des données, des choses à apprendre, hein, des choses à apprendre sur ce sujet. Alors évidemment, Web3 Addict DAO, qui est un forum d'échange extraordinaire, avec des gens extrêmement compétents dans divers domaines du Web3. C'est passionnant. Mais oui, il faut être curieux. Il faut aller chercher l'info, hein, parce que l'info ne viendra pas à vous, surtout si vous attendez l'info institutionnelle. On peut quand même considérer, c'est mon opinion, mais je crois que je ne suis pas tout seul à l'avoir, que les pouvoirs publics ont un niveau assez médiocre sur la question. On entend, par exemple, à l'Assemblée nationale, certains débats qui démontrent une méconnaissance du sujet quand même assez impressionnante. Voilà. Donc, il faut avoir la curiosité d'aller s'informer à la source. Et c'est fou, ces étapes, elles sont intéressantes puisque j'ai l'impression que ce monde se construit dans ta tête, parce que c'est pas quelque chose de physique pour le moment, tout est virtuel, mais ça se construit dans ta tête au fur des années. Tu comprends le pourquoi, finalement, pourquoi on fait ça. Et moi, c'est ce on avait pas mal cherché avec Yannick et à Web3 Idea aussi, mais à quoi ça sert pour l'homme, quoi? Pourquoi on fait ça concrètement? Et en fait, tu peux trouver des réponses sur plein de choses, quoi. Et là, on rentre vraiment dans le concret, notamment dans les DAO, là. Oui, complètement. Le commencement du commencement, c'est le white paper du Bitcoin. Hein, il faut lire le white paper du Bitcoin. C'est d'accès public. Les gens qui commencent à s'y intéresser, tu posais la question, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Je pense qu'un débutant, il doit commencer par lire le white paper du Bitcoin. Ça fait, je ne sais plus, 6 ou 8 pages, enfin, c'est rien du tout. Et on comprend pourquoi le fameux Satoshi Nakamoto a fait ce qu'il a fait, ce qu'il a essayé de faire, ce qui semble avoir réussi. Voilà, on a le début de l'histoire. Ensuite, la grande deuxième étape, c'est probablement Ethereum et les smart contracts. Mmh. Et une nouvelle, ce qui a permis ensuite ce qu'on a appelé donc les layer 2, la finance décentralisée, même les NFT sont une conséquence, on peut le considérer, d'Ethereum, hein, même si tous les NFT ne sont pas sur Ethereum, mais les autres blockchains, elles ont plus ou moins quand même copié Ethereum sur tout ça. Donc, puis alors maintenant, on a une nouvelle phase qui est la tokenisation généralisée. On essaye de tout tokeniser, hein, avec plus ou moins de succès. Et puis, on a l'avènement aussi des DAO, c'est complètement nouveau. Donc, les choses bougent à toute vitesse, hein. Il y a des concepts vraiment nouveaux qui apparaissent. Et, bon, moi, je trouve ça passionnant. Et on n'est pas formé, personne, je crois, hein, n'est formé à tout ça. Les seules personnes qui peuvent s'y connaître plus ou moins, c'est les curieux. Voilà. Ouais, c'est vrai on a pas mal de curieux chez nous quand même, hein. Il y a des débats sans fin, on va dire. Il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est cool. C'est ça. Ok. Bon, alors, j'ai préparé d'autres questions. Je ne sais pas si tu as un peu répondu aussi en partie. Comment les professionnels de la fiscalité peuvent-ils aider les clients à naviguer dans la complexité fiscale des crypto-monnaies? Bon, tu as déjà un peu traité le sujet, mais si tu veux en redire quelques mots dessus. Alors, le BABA, c'est déclarer ses comptes à l'étranger, que ce soit des comptes bancaires ou des exchanges, hein, c'est grosso modo traité de la même manière d'un point de vue de la fiscalité française. 2, c'est quand on a réalisé une plus-value, la déclarer. Je rappelle qu'une plus-value, c'est 3 cas de figure. Soit je vends mes cryptos contre de la monnaie fiat, soit j'achète un bien ou un service avec de la crypto. Voilà, ça c'est les plus-values. Donc bien déclarer, c'est plus-value. Tout ça, c'est le BABA. Ensuite, il y a le niveau 2. On peut développer des stratégies
pour payer moins d'impôts. Qu'est-ce que je fais? Je veux faire des donations familiales. Comment faire? À quel moment? De quelle manière? Je peux alors ensuite prendre des positions un tout petit peu sophistiquées ou agressives. Par exemple, on peut considérer que le Bitcoin n'est pas un actif numérique parce qu'il ne correspond pas au sens strict à la définition française de l'actif numérique, hein, ce qui est une stupidité, mais c'est ainsi. Donc on peut se dire, voilà, si je vends du Bitcoin, je ne relève pas de la fiscalité des actifs numériques, mais je relève de la fiscalité des ventes de biens meubles. Et donc, on a notamment une exonération en cas de vente inférieure à 5 000 euros. Bon, ça peut permettre de faire certaines choses. Voilà, donc on peut avoir une gestion fiscale sophistiquée de ces cryptos. De la même manière qu'on peut avoir une gestion patrimoniale sophistiquée aussi, hein. Il y a plein de solutions. Alors ça, c'est pas mon métier, mais il y a des solutions plus intelligentes que d'autres en fonction du profil de la personne, de son âge, etc. Super, merci pour ta Voilà. réponse. Et on passe à l'avant-dernière question. Comment vois-tu l'avenir de la fiscalité des crypto-monnaies et comment penses-tu que cela affectera le métier de fiscaliste dans son ensemble? Alors, je pense que j'ai déjà un peu répondu. Ouais, L'avenir, personne ne le connaît, hein. Mais ce que j'espère face à la complexité, c'est une simplification. Et moi, je l'ai dit, j'ai une proposition, c'est pour simplifier à l'extrême, c'est permettre sur option aux contribuables de payer un montant d'impôt qui soit strictement proportionnel au prix de vente. Voilà. Ensuite, l'avenir de la fiscalité. Est-ce que la fiscalité va être modifiée par le Web3? Alors, comme ça, a priori, je dirais pas du tout, en rien. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est qu'il n'est pas impossible qu'on soit fliqué de A à Z. Imaginons que les espèces viennent à disparaître, ce qui a l'air d'être quand même, enfin, on dirait qu'on en prend la voie, que on ne paye plus que par carte, par téléphone, par virement, etc. Éventuellement par crypto, que tout, sans exception, soit tracé, éventuellement parce qu'il y aura l'avènement des MNBC. Et donc l'administration fiscale en direct connaîtra tout des mouvements financiers du citoyen. À partir de là, on aura éventuellement une grande simplification de la fiscalité parce qu'on pourra avoir, étant donné qu'il y aurait une connaissance totale de la vie privée financière, en tout cas du citoyen par les pouvoirs publics, une fiscalité totalement à la source. Alors, ce qui serait bien, c'est le côté simplification, mais chacun aura compris le problème d'atteinte aux libertés que pose cette situation. Et moi, j'y suis, enfin, comme toujours les avocats, extrêmement sensible à la liberté individuelle. Et je pense qu'on a là un très grand danger imminent pour les libertés publiques, les libertés individuelles, en lien avec la mise en place des MNBC. Et je vous rappelle que l'euro numérique est quelque chose de présenté comme imminent, hein. On en parle pour 2024 ou 2025. Voilà, moi ça m'inquiète énormément. Ça arrive à grands pas. Ça arrive à grands pas, comme on dit. Ça m'inquiète énormément, hein. Voilà. Ok. Bon, ça, au moins le point de vue, il est tranché sur le sujet. Ah oui. Ok. Je passe sur une autre question. D'un point de vue fiscal, on se retrouve par exemple dans le monde des DAO, Web3, face à une concurrence internationale. Et au final, si dans le pays dans lequel tu résides, tu as une fiscalité qui est trop lourde ou trop complexe, il va y avoir ce départ de talent vers l'international où les règles sont beaucoup plus souples. Alors évidemment, je pense qu'il y a quand même des Français qui ont envie de payer leur impôt, qui ont envie de rester
dans la réglementation, mais qui vont être vraiment perdants face à ce marché qui est littéralement international. Là, actuellement, dans les DAO, prends comme AAV ou n'importe quel autre DAO, c'est de l'international. Donc, est-ce que tu vois une idée par rapport à ça de ce côté local, c'est la France, et le côté le marché international? Tu en penses quoi? Alors, l'aspect concurrence internationale des États, il n'est pas nouveau. Ça fait depuis la nuit des temps, depuis qu'on a inventé l'impôt, il y a eu des paradis fiscaux. Alors, paradis fiscal, c'est un terme un peu journalistique que j'aime pas. Les spécialistes, on parle plutôt de pays à fiscalité privilégiée, parce qu'en fait, ça dépend de quoi on parle. Il y a un impôt, prenez la Suisse. Prenez la Suisse, c'est absolument pas un paradis fiscal. Les Suisses payent énormément d'impôts, mais pas sur tout. En Suisse, on ne paye pas d'impôts sur les plus-values. Donc, si vous avez des crypto-monnaies et que vous êtes résident suisse, vous pouvez faire votre plus-value sans payer 1 € d'impôt. En revanche, sur votre salaire, et en général, les Suisses sont beaucoup mieux payés que les Français, vous payez beaucoup d'impôts, parfois bien plus qu'en France. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que la Suisse soit un paradis fiscal. Par contre, sur certains aspects, elle est très intéressante. Voilà, de la même manière, la France est certainement pas un paradis fiscal, mais enfin, si vous êtes malade, vous avez plus intérêt à être en France qu'en Suisse. Ça vous coûte quand même beaucoup moins cher. Pour pas dire rien du tout. Donc, vous voyez, les choses sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Donc, le problème n'est pas nouveau. Il se pose de manière nouvelle. Alors, les particuliers qui veulent quitter la France pour payer moins d'impôts, ça, c'est pas nouveau. Sauf que par le passé, c'était une population de gens extrêmement fortunés qui étaient intéressés par ce type de délocalisation. Et aujourd'hui, on a des cas de types qui ont 25 ans, qui ont des millions d'euros en crypto-monnaie et qui, pour éviter l'imposition à 30%, décident de partir dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur les plus-values sur crypto-monnaie. Ça, c'est quand même un phénomène que je vois pas mal et qui est pas... dans le principe, il n'a rien d'original, mais il prend une nouvelle mesure parce que c'est des jeunes qui partent pour raisons fiscales. On a alors ensuite la question de la fiscalité des DAO. Alors les DAO, le problème c'est que on sait un peu de manière théorique ce que c'est, une organisation autonome et décentralisée. Je te coupe, mais c'est pour mettre dans le contexte que chez nous, Web3 DAO, on est en train de réfléchir à une structure pour pouvoir respecter la réglementation, et aussi sur créer une DAO avec un enjeu financier pour pouvoir... Donc du coup, ces questions-là, on se les pose réellement. Et je me rappelle un soir à une réunion, il y en a un qui a dit, au pire des cas, on se déclare à l'étranger, mais on est français. Et ça m'avait marqué, j'avais dit, non, mais alors là, pas du tout, quoi. Mais tu es grillé à 100%. Voilà, donc j'aimerais bien que tu nous parles de ce que tu nous avais dit, et comme quoi tu avais bien recalmé tout le monde dans ces fausses idées, on va dire. Oui. Donc ce type de situation est très classique dans le monde des affaires. Vous avez un entrepreneur français qui se croit malin en créant une société ou une holding intermédiaire dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, typiquement la Suisse, le Luxembourg, la Belgique. Et il se dit comme ça, je vais, alors il y a plusieurs techniques, mais je vais optimiser la situation fiscale en toute légalité. Là où il se trompe, c'est que, alors sauf exception, il y a des cas où les gens font bien les choses, ou de manière légitime en tout cas, mais bien souvent ils les font de manière illégitime, à savoir que l'entité créée à l'étranger est purement fictive, c'est-à-dire qu'elle n'est créée que pour économiser de l'impôt. Dans ce cas-là, il tombe sous la règle de l'abus de droit, par fictivité en général de la structure, qui est clairement française, considérée comme française d'un point de vue fiscal, bien que créée à l'étranger. Et donc, voilà, ça ne sert à rien du tout.
Donc, créer une DAO de manière formelle, c'est-à-dire en l'enregistrant juridiquement dans un pays étranger, alors que ses principaux membres sont français, dans le but d'échapper à l'impôt français, est a priori un leurre. Hein, voilà. Maintenant, Alors, échapper d'un côté à l'impôt français, ça c'est un point, mais il y a aussi le côté de la DAO et comment les responsabilités sont distribuées dans la DAO et ce qui ne colle pas aujourd'hui avec toutes les structures juridiques qui existent. Voilà, il y a cette problématique-là aussi. Parce que pour faire une DAO, il faut aller jusqu'au bout. S'il y a un problème, si la responsabilité est partagée avec tout le monde, mais d'un point de vue légal, comment on le représente? oui, alors là, on sort un petit peu de ma spécialité, hein. Je rappelle que je suis un spécialiste en droit fiscal et que là, la question n'est pas spécifiquement fiscale. Mais effectivement, c'est un sujet, c'est une nouvelle forme, la DAO est une nouvelle forme d'organisation entre les gens. Il n'y a pas d'organisation juridiquement prévue qui colle parfaitement avec ce nouveau concept de DAO permis par la blockchain. Donc il y a des réflexions en cours hein, sur le sujet dans plusieurs pays. Il y a certains pays qui ont déjà essayé de mettre en avant des structures bien appropriées. Euh, pour diverses raisons, je ne rentrerai pas dans le détail encore une fois parce que ce n'est pas ma spécialité, mais on n'a pas trouvé quelque chose qu'on considère comme génial. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un jus de cerveau en ce moment sur le sujet. C'est C'est un ça. peu la plupart de notre discussion depuis certains mois là, en ce moment. Ok, bon, ben, je passe à la dernière question qui est un peu plus, qui est même carrément personnelle et pas professionnelle. Les premières, les premières fois qu'on a échangé ensemble, c'était sur ce sujet-là et j'aimerais bien qu'on en parle ce soir. Donc, l'emprise des groupes sur les individus. Voilà. Pourquoi tu parles de ça et voilà, pourquoi tu penses que les DAO peuvent participer à changer certaines choses dans ce domaine-là? Voilà, exprime-toi sur le sujet. Les DAO, peut-être pas plus qu'autre chose, mais ça renouvelle le sujet. Alors ça n'a rien à voir avec ma profession, rien à voir avec mon métier. C'est un sujet d'intérêt personnel, hein. Je m'intéresse beaucoup à l'emprise des groupes au sens large hein, sur les individus. Les groupes, c'est le couple, c'est la famille, c'est l'entreprise, c'est les associations dont vous faites partie, c'est votre pays de nationalité, tous les groupes auxquels vous êtes attaché. Et on se rend compte, quand on s'intéresse à ce sujet, hein, qui est un sujet à la frontière de la psychologie, de la sociologie, de beaucoup de disciplines, l'étude des foules également, que on est bien plus esclave qu'on ne le croit de nos groupes d'appartenance. Et en prendre conscience, c'est un premier pas, à mon avis, vers une certaine clairvoyance hein, sur le sujet. Voilà. Et donc, quand on voit émerger une nouvelle forme d'organisation, ce qui est le cas des DAO, quelque chose qui n'a jamais existé, alors ça a existé, comment dire, on peut considérer que tout a déjà existé en forme de groupe humain, mais là, c'est quand même nouveau, ça permet une véritable forme de gouvernance décentralisée, ce qui existe dans le principe depuis toujours, mais dans des petits groupes, là, on peut organiser quelque chose de nouveau avec des grands nombres.
On peut avoir des milliers de personnes ou des millions de personnes organisées en DAO avec une gouvernance décentralisée. Ça reste à être mis au point de manière effective, mais c'est possible. Et moi, je suis, alors, outre cette aventure qui est passionnante, je suis très intéressé par l'observation et l'analyse de l'emprise que pourra avoir un tel groupe sur les individus qui la composent. Voilà. Ok. Bon, ben, il y a pas mal à suivre, on va dire. Hein. Oui, oui. Ah oui, les sociologues ont de quoi s'amuser, je le pense. Ben là, on a pu voir dans Web3 Jigdao, Safia qui est arrivée il y a 2 mois, qui est dans les neurosciences et dans les ressources humaines, elle est en train de découvrir un nouveau monde. Oui. C'est ça qui est top. Ok, ben voilà, j'ai posé toutes mes questions. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur Web3 du DAO, ou sur le monde des DAO, ou ta vision sur le futur des DAO? Voilà, les dernières minutes de la fin. Ah, mais l'avenir des DAO, je ne le connais pas. Encore une fois, l'avenir, personne ne le connaît. Mais on a là quelque chose de vraiment nouveau qui pourrait bouger les lignes au niveau de ce qui se passe au niveau le plus global pour l'humanité. On a vraiment un grand renouveau possible de l'organisation sociale. Voilà. Je te remercie. Écoute, merci Dolomac et à bientôt. Voilà. À Merci pour ta bientôt. participation. Ciao. Au revoir tout le monde.